Bienvenue à tous. Merci de participer pardon, à ce webinaire d'actualité, puisque le lancement Open 2 est tout frais. Je pense que certains d'entre vous ont pu suivre déjà les webinaires nationaux sur le webinaire national sur le sujet qui avait lieu en décembre. L'idée, c'est pas forcément de faire une redite aujourd'hui, c'est vous apporter des éléments complémentaires. Euh, et du coup, je vais laisser l'introduction à Claire. Et juste avant de laisser l'introduction à Claire, quelques petits rappels. Donc, vous avez tous vos micros et caméras désactivés par défaut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pendant la présentation dans l'onglet questions et réponses dans l'idéal. Si vous ne trouvez pas l'onglet, vous pouvez mettre vos questions dans la conversation, il n'y a pas de souci. Et puis, on prendra un temps en fin de réunion pour y répondre. Merci Damien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Claire Merchy. Je suis responsable service socle numérique à l'Agence régionale de santé. Je travaille avec Damien notamment sur le programme Ségur numérique dans son ensemble et le développement de mon espace santé sur le territoire bourguignon-franc-comtois avec les collègues du GRAD et de l'assurance maladie. Je vous remercie d'être aujourd'hui nombreux. Il y avait plus de 150 inscrits à ce lancement Open 2 phase 2 en région, parce que c'est vrai que c'est le premier webinaire, même si on avait pu déjà vous donner quelques infos dans les webinaires passés, mais là on lance officiellement la démarche du programme en région. Un petit mot effectivement pour vous dire que cette phase 2 du programme Open 2, elle est importante. Elle va nous permettre en fait d'aller plus loin dans la transformation numérique des établissements sanitaires qu'on a pu lancer depuis. Alors bien sûr, il y a eu la phase 1, SNES avant, Open et d'autres programmes de financement. Aujourd'hui, ce programme, il va avoir deux axes majeurs. Le premier qui va être un axe aussi bien sûr sur la cybersécurité. Si on prend un petit peu de recul, on le voit bien, le numérique, il est entré dans beaucoup de secteurs d'activité de notre quotidien. On est de plus en plus touché par des problèmes cyber, des phishing, etc., etc. Et notre enjeu aujourd'hui, comme dans d'autres secteurs, c'est de sécuriser l'authentification des professionnels. Donc, on le voit bien hein, au quotidien, vous êtes amené, quand on parle de la banque, à mettre mot de passe, login, de mettre le mail, de mettre la Touch ID, la Face ID, etc., etc. On se pose aujourd'hui la question de comment on va faire dans les établissements sanitaires pour s'assurer notamment qu'on a un niveau de sécurité suffisant face à tous les enjeux autour de la cybersécurité, mais aussi une fluidification en fait et une facilitation d'authentification par les professionnels. C'est un équilibre qui est toujours difficile à atteindre, c'est côté sécurité versus fluidification, facilitation pour les pros, mais qu'on va essayer d'obtenir au maximum dans chacun des établissements sanitaires de la région. Donc ça, c'était le premier enjeu vraiment qui est tourné autour de la cybersécurité. On a suffisamment d'actualités qui en parlent aujourd'hui, donc je ne vous refais pas le dessin. Et le deuxième, c'est bien sûr la possibilité d'accéder aux données de mon espace santé de manière fluide. Un petit rappel, le Ségur numérique, ça s'est lancé il y a déjà maintenant plus de 5 ans. On a beaucoup travaillé tous ensemble pour que le partage de données de santé soit maintenant fluide et plus sécurisé. Et on est à peu près à la moitié, un peu plus maintenant, de ce programme, dans le sens où aujourd'hui, et particulièrement l'établissement sanitaire de Bourgogne-Franche-Comté, ont réussi à mettre des informations dans mon espace santé, notamment des documents, en masse qui va nous permettre en fait de rendre cette consultation par l'ensemble des professionnels vraiment intéressante. Donc ça, c'est l'enjeu autour du Ségur, c'est de s'assurer que les données puissent être partagées de manière fluide et de manière sécurisée auprès de l'ensemble des acteurs de santé sur le territoire. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on a 98% des établissements sanitaires qui alimentent. Un petit moment cocorico aussi pour nous, on est dans le top 3 sur l'année 2025 des régions qui alimentent mon espace santé. Donc, encore une fois, je tiens, au-delà du fait que c'est un peu chauvin et qu'on est très content d'être dans ce top 3, c'est le travail que chacun d'entre vous a pu fournir pour qu'aujourd'hui, il y ait vraiment des informations dans mon espace santé et que ça ait un réel impact pour le patient et pour les autres professionnels. Dans ces documents, on va retrouver des lettres de liaison, des comptes rendus, des prescriptions. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a 34%, excusez-moi, des bourguignons franc-comtois qui ont activé mon espace santé. Ça, c'est une donnée qu'on essaye de vous donner au fur et à mesure de son évolution.
Mais voilà, plus d'un tiers des personnes maintenant ont accès à leur espace santé, l'ont utilisé déjà au moins une fois. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la dernière partie et pas des moindres, de pouvoir accéder à ce contenu de manière simple, fluide. Et donc forcément, si on s'ouvre vers des données qui sont des données qui viennent de l'extérieur, eh ben, il faut sécuriser l'accès d'autant plus, vu que ce sont des données de santé, et c'est ce sur quoi le programme Open2 va nous donner un levier. On est convaincu en région qu'on a aujourd'hui tout pour réussir cette transformation sur ces deux enjeux, parce qu'on a le levier du financement à travers le programme Open2. On a des leviers aussi auprès des éditeurs avec le lancement de la vague 2 de ce qu'on appelle le dispositif SONS, donc système ouvert et non sélectif, qui permet aux éditeurs de logiciels d'être référencés et aussi de déployer auprès des structures leurs outils, qui vont permettre du coup l'accès à mon espace santé de manière plus simplifiée. Et bien sûr, on a les équipes qui vous accompagnent, je dirais presque au quotidien, les équipes de l'ARS avec Damien, bien sûr, que je remercie pour l'ensemble de son travail, notamment sur les programmes de financement. Les équipes d'animation territoriale du GRAD qui vous accompagnent, qui vous présentent les échéances et qui vous expliquent, qui vous sensibilisent, vous et les équipes, à ce sujet. Et aussi les collègues de l'assurance maladie qui font ce travail auprès des professionnels en ville. Ça, c'est de notre côté. De votre côté, il est essentiel vraiment de prendre en considération le fait que ce projet, c'est un projet qui est structurant pour l'établissement sanitaire et qu'il n'est pas que technique. La technique y est, c'est important, c'est un élément qui est nécessaire, mais c'est un élément parmi d'autres et Damien va pouvoir vous expliquer tout au long de la présentation en quoi c'est important. Mais aujourd'hui, on est sur un programme qui est sur 3 ans. On a le temps d'organiser ce projet, d'organiser la gestion de projet, l'équipe projet. Donc prenons ce temps de le faire de manière posée et claire pour avancer et faire en sorte que le projet soit vraiment bien ficelé, bien structuré pour l'établissement et qu'on atteigne les enjeux que j'ai pu citer juste avant, à savoir la cybersécurité et le partage de données de santé. Donc je vous remercie vraiment pour l'attention que vous porterez à ce webinaire et pour l'ensemble des actions qui seront portées par le GRAD et l'assurance maladie et l'ARS sur ce sujet. Je vous souhaite un très bon webinaire et merci encore Damien pour l'organisation de ce temps. Merci Claire. Du coup, si on rentre dans le vif du sujet et la présentation, hop, je vais passer en plein écran. Donc, je voulais vous faire une petite piqûre de rappel et quelques informations importantes sur la Open 2 phase 1. Très rapidement, en 5 minutes, pour après parler plus complètement du programme Open 2 phase 2. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on aura un petit temps d'échange, questions-réponses en fin de séance. Sur la partie Open 2 phase 1, je voulais vous évoquer le fait que vous avez normalement tous reçu de ma part les avenants au CEPOM que je vous ai partagé via la messagerie de démarche simplifiée, hein, qui était l'outil de dépôt de vos dossiers, Open 2 phase 1. Pour les GHT, pour rappel, hein, c'était des dépôts et c'était une contractualisation à la maille du GHT. Donc, dans les avenants au CEPOM, vous trouverez toutes les informations nécessaires financières notamment, pour comprendre les montants qui vont vous être versés ou qui vous ont déjà été versés en ce début d'année. Deadline fixée à mi-février pour le versement de vos financements. Donc s'il y en a qui n'ont pas reçu les financements d'ici mi-février, n'hésitez pas à nous faire un mail. Donc, petite piqûre de rappel aussi, pensez bien à partager ces documents-là à votre direction financière, puisque les financements vont arriver directement chez eux. Donc, s'ils n'ont pas le document qui vient expliquer les éléments, ils vont avoir du mal à comprendre à quoi correspond cet argent et surtout à quoi il doit être distribué. Pour les GHT, petite piqûre de rappel aussi, les financements sont versés à l'ES Pivot qui est en charge de redistribuer ces financements aux établissements en fonction des codes-parts qui sont indiqués dans l'avenant au CEPOM. Dernière information, il y aura des contrôles durant l'année 2026 qui nous sont demandés par le national, notamment pour vérifier les documents comptables que vous êtes engagé à tenir à disposition et que vous avez déclaré dans la petite coche qu'il y avait dans le formulaire de démarche simplifiée.
L'idée, en fait, c'est de vérifier que les financements publics ne vont pas au-delà des dépenses que vous avez pu engager pour atteindre les cibles. Donc ces contrôles, l'échantillonnage reste à définir, et on reviendra vers les acteurs concernés, les établissements sollicités, courant d'année 2026. Donc voilà, ce qu'il faut retenir pour vous, c'est de bien avoir à disposition ces documents pour qu'en cas de contrôle, vous soyez pas pris de court sur le sujet. Open 2 phase 2. Alors quand on parle d'Open 2 phase 2, en fait, on parle de deux sujets. Il faut déjà comprendre ça. C'est qu'il y a d'un côté le dispositif OSPI Connect, et notamment son volet transformation. Donc, qui va plutôt soutenir le développement des thématiques Ségur numérique dans les établissements de santé. Et il y a le volet appel à projet, puisqu'il n'y a pas que le Ségur en termes de projet numérique, même si c'est une grosse partie aujourd'hui de la feuille de route des établissements de santé, numérique en tout cas. Et donc cette partie-là, AAP, vient soutenir d'autres pans numériques de vos systèmes d'information, avec différentes thématiques qui sont couvertes et qui sont listées ici. Donc le rattrapage de la maturité SI pour certains établissements. On vous communiquera les établissements éligibles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les établissements éligibles, c'est écrit dans l'instruction, ce sont les établissements qui n'ont pas touché de financement à l'usage. Donc pas, ils peuvent avoir touché des financements au moment de la candidature, mais s'ils ont atteint aucune cible, aucun objectif sur le programme Open 2 phase 1 ou SONES, ils seront éligibles au rattrapage de la maturité SI. Et les trois autres thématiques que sont le désengorgement des urgences, la logistique des produits de santé et la gestion du temps de travail et des processus RH. Alors, aujourd'hui, on va juste faire focus sur le dispositif Hospi Connect parce qu'en fait, c'est le dispositif qui a le calendrier le plus contraint. Le calendrier AAP, vos dossiers de candidature seront attendus pour le 29 mai. Donc, on fera un webinaire plus tard dédié sur le sujet. J'y reviendrai en fin de réunion. Alors, quand on parle d'Hospi Connect, pour me donner un peu de sens métier à tout ça, au-delà des aspects purement numériques, en fait, on vient soutenir toutes les étapes nécessaires à la consultation du DMP des patients. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont représentées par le schéma que vous avez sous les yeux, des éléments qui ont déjà été travaillés. Donc, la disponibilité technique de mon espace santé, bah, ça c'était hors établissement, c'était le fameux opt-out de l'assurance maladie avec une création par défaut de mon espace santé pour tous les assurés sociaux, quasiment tous les assurés sociaux. Deuxième étape, c'est de pouvoir identifier les patients avec les bonnes règles d'identité-vigilance, et notamment l'utilisation de l'INS, Identité nationale de santé. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été travaillé avec vous dans le cadre du volet Ségur vague 1 et du programme Open 2 phase 1. Et donc en fait, Hospi Connect aujourd'hui vient répondre aux dernières marches à franchir, que sont le recueil du consentement et l'information du patient, la mise en place de l'authentification double facteur, et je reviendrai plus tard sur pourquoi c'est important d'avoir cette authentification double facteur. Et puis, bien évidemment, la partie habilitation par les matrices qui vous sont propres, donc les matrices du DPI, puisque demain la consultation se fera directement au travers des logiciels pour faciliter l'usage au quotidien et éviter d'avoir des outils qui fonctionnent en chambre sur par exemple le WebPS DMP qui est aujourd'hui accessible que par Internet. Demain, il sera directement intégré la consultation DMP dans vos logiciels. Euh, et donc aussi la matrice d'habilitation DMP qui, elle, est gérée par l'assurance maladie en fonction de profils métiers. Tout ça vient se nourrir avec les dispositifs SONS, d'équipements vague 2 DPI, notamment pour l'accès à la consultation DMP, et puis PFI pour tout ce qui va être circuit de partage documentaire via les messageries sécurisées de santé. Alors,
quelles sont les grandes étapes à respecter pour accéder au DMP? Si on contextualise encore un peu plus ce que je viens de vous présenter, la première étape, c'est faire en sorte en fait que chaque professionnel de santé hospitalier, chaque personnel hospitalier ait une identité numérique. Donc cette identité numérique, elle doit être enregistrée dans une base de données propre à l'établissement, euh, pour que celle-ci soit partagée ensuite aux équipes qui sont en charge de la création des comptes utilisateurs. L'idée, en fait, c'est s'assurer que tout le monde soit bien identifié nominativement à travers les outils informatiques et que ces éléments soient à jour pour que les comptes utilisateurs soient également à jour. Donc c'est des règles, c'est des bonnes règles de cybersécurité, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui n'est plus dans votre structure, mais qui a encore des comptes d'accès à vos outils numériques, c'est des portes d'entrée supplémentaires pour des attaquants cyber. Au-delà des comptes, bah, c'est de gérer finement les accès, les habilitations au DPI, donc en fonction notamment des profils métiers. Voilà, un médecin n'a pas forcément les mêmes autorisations qu'un profil infirmier ou que d'un profil administratif. Et ensuite, une fois que ces éléments-là, on va dire, de cadrage sécuritaire sont mis en place, il y a la question de l'utilisation et des moyens de connexion aux outils informatiques. Aujourd'hui, dans la plupart des structures, euh, c'est ce qu'on connaît dans beaucoup de structures, c'est le login mot de passe. Demain, il vous sera demandé d'avoir un système de connexion, ce qu'on appelle deux facteurs. Donc deux facteurs, hein, pour ceux qui sont un peu moins initiés sur le sujet, c'est potentiellement le couple entre une connaissance, donc par exemple un mot de passe, et un moyen de connexion physique, donc par exemple un badge, une carte, une clé de sécurité, pour attester que c'est bien vous qui êtes en face de l'écran. Donc ce système 2FA, il est utilisé pour se connecter au DPI, et derrière, ce système 2FA porte en fait votre identité numérique, et donc du coup, quand la personne se connectera au logiciel DPI, son identité sera tracée dans le logiciel. Et donc, du coup, ça permettra de garder un historique des différentes opérations qui peuvent être faites, et notamment dans le cas d'audit, par exemple, de sécurité, de pouvoir retracer tout ce qui a pu se passer au niveau des logiciels. Cette identité numérique, elle est d'autant plus importante qu'elle est obligatoire pour l'accès au DMP. C'est-à-dire que l'accès au DMP n'est possible que si la personne est identifiée nominativement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fonctionnement DMP prévoit que le patient est informé quand quelqu'un regarde son DMP. Donc, il est informé du nom de la personne qui regarde le DMP. Donc, on comprend mieux pourquoi en fait il y a l'obligation d'avoir cette identité numérique d'enregistrer, parce que si vous ne l'avez pas, eh ben, tout simplement dans les informations nécessaires à transmettre au DMP, vous ne serez pas dans la règle, et donc du coup la connexion ne sera pas autorisée. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette slide-là. Alors ensuite, pourquoi candidater au volet transformation Open 2 et notamment au SPI Connect? Donc d'une part, bah, c'est soutenir les usages de la consultation du DMP en établissement sanitaire et de profiter de financements qui vous sont proposés pour mener à bien ce chantier de conduite du changement auprès des professionnels de santé, ces chantiers organisationnels, ces chantiers techniques, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas que du technique, et Claire l'a très bien dit en instruction. On voit par exemple l'enregistrement des identités dans le système informatique hospitalier, le système d'information hospitalier, bah, c'est potentiellement dès la gestion des processus RH pour la bonne gestion des entrées-sorties, s'assurer que cette base d'identité est toujours à jour. Donc ça, c'est vraiment des chantiers organisationnels. Il y a des chantiers organisationnels aussi sur tout ce qui va être sensibilisation des professionnels de santé. Parce que par exemple, mettre en place un 2FA, bah, ça permet de rajouter une couche de sécurité supplémentaire. Mais si les collègues entre eux se partagent leurs moyens de connexion, ça ne renforce pas grand-chose et ça peut être même juridiquement risqué, puisque si quelqu'un se connecte avec le compte du collègue et qui consulte le DMP du patient, c'est l'identité du collègue qui remonte dans le DMP.
Donc voilà, il y a vraiment ces enjeux organisationnels très importants à couvrir. C'est se mettre aussi en conformité réglementaire, puisqu'en fait, ces enjeux de 2FA, c'est quelque chose qui, à la base, était obligatoire pour fin 2025. Faute de moyens mis en œuvre par le national, de financement, de soutien vis-à-vis des établissements, le calendrier a été revu et donc aujourd'hui il y a une nouvelle mouture de cette réglementation qui va sortir d'ici cet été, qui a déjà été mise à disposition dans le cadre d'une concertation sur le site de l'ANS. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous encourage à aller voir cette version de concertation que j'ai mis en lien en fin de document, donc vous l'aurez. Donc voilà, l'idée c'est de toute façon, il faudra vous mettre en conformité parce que c'est réglementaire. Donc l'idée, bah, autant profiter des financements qui vous sont proposés pour faire cette mise en conformité dans le calendrier qui vous est proposé. Sachant que demain, il est d'ores et déjà annoncé de potentiels futurs régimes de sanctions. Je ne saurais pas vous donner le calendrier aujourd'hui, ça ne m'appartient pas, c'est plutôt pour le coup l'appréciation du ministère de la Santé, mais en tout cas, voilà, il y a d'ores et déjà potentiellement des choses qui seront mises en place et annoncées en termes de si vous n'êtes pas conforme à cette réglementation PGSSIS. Et puis, c'est aussi une condition sine qua non pour pouvoir être éligible à une candidature au volet appel à projet. Alors pourquoi cette dépendance entre les deux, alors que sur le papier, les sujets sont pas forcément liés? C'est tout simplement, aujourd'hui, la priorité reste le Ségur. Donc aujourd'hui, c'est dans un premier temps de travailler le volet Ségur, et si vous reste de la bande passante, d'aller chercher effectivement des projets innovants, de transformer vos organisations sur des projets autres que Ségur à travers les enjeux AAP. Donc voilà, il faut bien retenir que si vous ne candidatez pas à Hospi Connect, vous faites une croix d'office sur la partie appel à projet. Alors cette slide est très importante. Alors j'ai déjà dit, mais j'insiste beaucoup. Le projet Open 2 n'est pas qu'un projet numérique. Vous le verrez quand vous poserez votre candidature sur la plateforme Convergence. J'y reviendrai comment faire tout à l'heure. On vous demande de bien identifier les parties prenantes de votre équipe projet. Et dans ces demandes, on a pré-identifié des rôles essentiels pour que le projet fonctionne. Ces rôles essentiels sont notés ici. Il faut une implication forte de la direction, parce qu'on le voit, ça mobilise différents services. Ça mobilise des services techniques, ça mobilise des services ressources humaines, ça mobilise des services métiers, ne serait-ce que pour la sensibilisation des professionnels. Ça peut mobiliser les référents qualité en fonction des enjeux HAS. Donc il faut vraiment un pilotage en haut lieu de ce projet pour que tout le monde avance de concert sur la bonne réussite de ce projet et que les différentes actions de chacun soient coordonnées pour la bonne réussite et de l'atteinte des objectifs fixés par le programme. Donc pareil, pour insister là-dessus, au-delà de la diversité de l'équipe projet, il est attendu qu'un seul référent projet soit identifié pour des questions de coordination et d'interlocuteurs aussi pour nous dans l'accompagnement. L'idée, c'est que cette personne ait la vision 360 sur les différents enjeux du projet Open2 pour pouvoir piloter à travers ces tableaux de bord la bonne réussite de ce projet Open2. Si on prend un peu de recul, le programme Open2, en fait, il s'inscrit dans différents programmes, hein. On le sait, vous avez beaucoup de choses à faire en ce moment à travers les programmes nationaux. Parce qu'à côté du programme Open2, nous avons le programme CARE, qui pour le coup, lui, est exclusivement focusé sur la partie cybersécurité, avec différents domaines. Je vais pas y revenir ici, vous l'avez vu à travers d'autres webinaires. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, le dispositif SONS, qui est le prérequis, entre guillemets, pour le développement de ces fameux usages de consultation DMP, c'est d'avoir un logiciel à jour qui permet d'avoir ce fameux lien entre votre logiciel et le DMP
et vous faciliter la vie d'un point de vue pratique de tous les jours, avec une ergonomie intégrée dans le DPI du DMP. En prenant le pas de recul, on voit qu'en fait le projet OSPI Connect, il vous permet de candidater sur en fait deux programmes. Le programme Open 2, donc le volet transformation que je vous ai présenté à l'instant, et il vous permettra aussi de réclamer des financements vis-à-vis du volet matériel. Parce que, je l'évoquais tout à l'heure, la mise en place du 2FA va potentiellement pour vous nécessiter de l'équipement matériel. Si par exemple vous faites le choix de mettre en place des cartes CPS pour se connecter au DPI, bah, il vous faudra des lecteurs cartes CPS. Ces lecteurs cartes CPS seront financés directement par l'ANS à travers les financements du programme CARE. Du programme CARE sous projet Hospi Connect. Donc en fait, quand vous portez votre candidature sur la plateforme Convergence qui est ouverte aujourd'hui, vous candidatez sur les deux volets, ce qui vous évite de faire deux candidatures. Donc voilà, le projet HospiConnect vient lier ces deux projets-là qui nourrissent le même objectif, qui est de sécuriser l'identification des professionnels en établissement de santé. Je fais un détour très très rapide sur la partie matérielle. Il y aura d'autres webinaires prévus, notamment du national sur le sujet, parce qu'on attend l'arrêté pour préciser comment tout ça fonctionnera. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que des montants maximums sont définis en fonction de l'effectif, donc en fonction des bases SAE. Ça sera la maille juridique. Donc là, pour le coup, on se rejoint avec la partie Hospi Connect volet transformation. Les matériels achetés par l'ES, donc ça sera sur présentation des factures de votre côté que vous pourrez vous faire rembourser une partie des avances de frais que vous avez dû faire pour vous équiper, dans la limite des plafonds, hein, bien sûr, définis. Et puis pour ceux qui feraient le choix d'aller sur des moyens d'identification électronique fournis par l'ANS, le financement a été budgété unitairement. Donc c'est 12 euros par carte commandée. Donc ce financement va permettre d'une part de financer la carte en elle-même, mais aussi de financer les matériels adéquats pour la lecture de ces cartes. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet. Il y aura un webinaire dédié quand les textes sortiront. Ce qui va nous intéresser plus pleinement aujourd'hui, c'est le volet transformation, donc ce qui est vraiment couvert par le programme Open 2. Je vous ai remis ici le tableau de ce qui est le tableau qui était présent dans l'instruction, pardon. Alors pour ceux qui se posaient des questions, vous avez dû voir qu'il y avait 6 objectifs qui étaient financés, et ici, si on regarde bien, on peut presque en compter 7. En fait, il faut comprendre que le 1.0 n'est pas un objectif, mais un prérequis. C'est un prérequis indispensable. Si vous n'avez pas ces prérequis-là, il y aura zéro financement. On voit en fait que, par exemple, pour 2027-2028, c'est le PV de décision de la commission d'homologation des MIE. En fait, c'est tout simplement ce qui vous est demandé d'un point de vue réglementaire. Donc, le prérequis, c'est de respecter la réglementation et de répondre aux indicateurs de maturité qui vous sont demandés au moment de votre dépôt de dossier. Pour les objectifs 2026, on est sur une année de préparation en fait pour 2026 de ce projet-là, puisqu'on va vous demander la note de cadrage du projet et puis les remplissages des indicateurs de maturité pour voir en début de programme de quel point de départ vous partez et finalement en juin 2028 de faire le bilan de votre niveau de maturité et de comparer finalement le gap que vous avez pu franchir entre 2026 et 2028. Donc, j'ai déjà eu la question. Donc, la trame de la note de cadrage et du questionnaire de maturité vous seront partagées prochainement. C'est en cours de travail avec le ministère, c'est dans leurs mains. Bon espoir que ces éléments-là vous soient partagés en février. Et on fera un webinaire dédié pour vous expliquer un petit peu ce qui est attendu dans ces notes de cadrage et ces questionnaires de maturité quand les versions seront secs et seront sèches, pardon, et vous seront communiquées. Donc vous n'avez rien raté si vous ne les avez pas trouvées sur le site du ministère, c'est qu'en fait elles ne sont pas encore disponibles.
Un petit rappel des modalités de financement. Donc pour ceux qui ont connu Open 2 phase 1, on était plutôt sur une logique de financement à l'objectif. Aujourd'hui, dans le cadre d'Open 2 phase 2, on va plutôt être dans une logique de financement en fonction du nombre d'objectifs atteints. Donc le barème est indiqué là dans le tableau. Donc on parle bien de 6 objectifs, comme je vous l'ai dit. Euh, c'est des objectifs annuels. Donc quand vous regardez sur le site du ministère le fichier Excel qui donne la base éligible des établissements, vous avez également les enveloppes budgétaires qui sont prévues par année. Donc c'est des enveloppes qui sont lissées sur 3 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est les mêmes principes que sur Open 2 phase 1, c'est-à-dire que on vous financera, en tout cas l'argent public servira à couvrir toute ou partie des dépenses que vous avez pu engager. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un exemple, c'est que par exemple pour un établissement de 800 agents, il peut bénéficier d'un montant plafond annuel de 39 050 euros. Donc en 2026, il lance son projet. Donc il remplit les objectifs 2026, donc le questionnaire MIE et la note de cadrage. Il avait droit à 39 050 euros sur 2026. Malheureusement, il a dépensé moins. Il a dépensé 30 000 euros sur l'année 2026, en tout cas jusqu'à juin, puisque c'est la date de dépôt des cibles. Donc du coup, il perçoit 30 000 euros. On vient couvrir uniquement ce que vous avez dépensé. En 2027, il remplit les objectifs, la moitié. Donc la moitié, ça représente 64% de ce qu'il avait droit. Donc il va toucher 24 982 euros. Il a plus dépensé. Donc on va verser ce à quoi il avait droit. On va pas couvrir la surdépense, même si il avait sous-dépensé la première année. Donc ça, c'est très important à comprendre, c'est que si vous sous-investissez la première année, vous ne pourrez pas vous récupérer l'année suivante. Et pour 2028, bah, c'est le cas où en fait vous êtes à 100%, donc là on vient financer les 100%, le montant total auquel vous aviez droit sur l'année. Une petite précision qui n'avait pas forcément été présentée dans le webinaire national, c'est que les montants des dépenses engagées est glissant d'une année sur l'autre, s'il est supérieur au montant éligible. Donc tout à l'heure, je vous évoquais qu'en fait, si vous faites du sous-investissement, ça ne fonctionnera pas le lissage sur les années suivantes. Par contre, si vous faites du surinvestissement la première année, vous pouvez recompter les dépenses 2026 qui n'avaient pas été finalement couvertes par le financement, le financement qu'on va vous verser. Vous pouvez le recompter dans le budget 2027 pour justifier de dépenses engagées euh, au titre de l'année 2026-2027. Donc, le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux surinvestir que sous-investir. Alors, quand je dis surinvestir, regardez aussi dans quelle enveloppe au global sur les 3 ans vous avez droit. L'idée, c'est pas non plus de vous mettre dans le mal, sachant que nous, on n'aura pas au-delà du plafond qui vous a été communiqué sur les 3 ans. J'espère que cette partie est claire pour tout le monde. S'il y a des questions, on y reviendra peut-être parce que c'est quand même important cet aspect-là. En termes de calendrier, donc les dépenses engagées peuvent être comptabilisées pendant la durée du programme. Donc la durée du programme, c'est le T0, donc je vous ai mis la date, c'est le 19 décembre 2025. Et la date des cibles 2028, donc le 16 juin 2028. Donc ça, c'est finalement vos décomptes de dépenses sur les 3 ans. Après, si je reviens sur la slide d'avant, bah, quand vous allez présenter et déclarer votre dossier, genre en juin 2026 par rapport au site 2026, bah, vous allez comptabiliser effectivement que les dépenses que vous avez exécutées entre le 19 décembre et la date de dépôt limite, qui est juin 2026. En 2027, vous avez comptabilisé les dépenses que vous avez engagées sur 2027 et potentiellement le reliquat qu'on n'aurait pas couvert sur 2026. Et 2028, même principe. Par contre, vous n'avez pas le droit en 2027 de comptabiliser dans vos dépenses celles qui ont déjà été couvertes dans le cadre de l'année 2026. Vous présentez les éléments de dépenses qu'une seule fois.
Alors, concrètement, pour les candidatures. Alors, merci déjà à ceux qui étaient sur le qui-vive et qui ont pu voir que la plateforme Convergence était ouverte depuis le 20 janvier. Donc, je vous confirme que la plateforme est ouverte. Pour ceux qui ont pu regarder le formulaire, on est sur un formulaire simplifié, j'y reviendrai juste après. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maille de candidature, elle se fait à la maille de l'établissement juridique. Ouais, donc c'est un peu différent de ce qu'on a connu dans le cadre d'Open 2 phase 1. Alors pour les établissements publics, ça ne change pas. C'était déjà la maille juridique. Ça ne change pas non plus pour les établissements publics parce qu'en fait, c'est l'établissement support GHT qui présente la candidature pour le compte de l'ensemble. Ça, c'est très important. Il présente sa candidature pour le compte de l'ensemble des EJ qui sont sous GHT. Vous ne pouvez pas présenter votre candidature et retirer certains établissements de cette candidature. Pour les établissements privés, donc c'est effectivement la maille juridique qui fait foi. Alors ça peut avoir des impacts, hein, notamment pour ceux qui sont organisés sous forme de groupes privés où des candidatures vont être rassemblées. Jusqu'à présent, vous aviez des candidatures par PMSI. Aujourd'hui, les établissements géographiques seront rattachés à l'EJ et il y aura une seule candidature qui couvrira l'ensemble des EG rattachés à l'EJ. Autre information importante, c'est qu'il faut ne pas sélectionner vos objectifs. Vous candidatez pour tout ou rien. Dans la logique hein, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas financer par objectif, mais on va financer en fonction du nombre d'objectifs atteints. Et sachant que tous les objectifs sont nécessaires pour permettre la consultation du DMP. Donc, vous ne pouvez pas faire la pince, ça n'aurait pas de sens. Donc, le formulaire, petit rappel, il ferme le 13 février, donc c'est très vite là. Au vu des contraintes calendaires, il a été acté que du coup on aurait un formulaire de candidature très simplifié, donc on est vraiment sur une logique. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de document à déposer, hormis un extrait de votre RIB qui permettra à l'ANS de financer le volet matériel notamment. Donc voilà, on est vraiment sur une candidature simplifiée dans laquelle on va vous demander des données administratives de l'établissement, donc principalement votre finesse, pour être sûr que vous êtes éligible. Les coordonnées des personnes impliquées dans l'équipe projet, donc j'ai largement insisté là-dessus, je ne reviendrai pas sur le sujet. Et puis les coordonnées bancaires, comme je l'expliquais, qui permettront à l'ANS notamment de vous financer. On n'en aura pas besoin, nous, côté ARS, pour vous faire verser les financements, puisqu'on a l'habitude, vous êtes déjà dans nos circuits. J'ai remis cette slide qu'on a vue tout à l'heure, en fait, parce qu'on va maintenant rentrer un peu plus dans le dur. Euh, D'un point de vue concret, ici, je vous ai mis le lien entre le synoptique que je vous ai expliqué tout à l'heure et finalement les objectifs Open 2. Les objectifs Open 2 sur la partie 2FA. Donc plutôt la thématique qui démarre par les intitulés un point quelque chose. L'idée, c'est que je voulais vous mettre en visibilité un petit peu les grandes thématiques de travail qu'il y a derrière chaque objectif. Donc si on les déroule, par exemple pour l'objectif 1.0, donc qui est la mise en conformité des MIE de connexion OSIH. J'insiste là-dessus, effectivement, tout à l'heure j'ai beaucoup parlé de DPI. J'insiste sur le fait que votre stratégie d'équipement MIE, elle doit être réfléchie à la maille SIH. Pourquoi? Parce que si vous commencez à avoir des MIE spécifiques pour chaque logiciel, alors surtout pour les établissements de taille importante, comme on parle de 2FA et d'entre guillemets de volet matériel, d'avoir un équipement matériel, si un professionnel de santé se retrouve avec 36 moyens de connexion différents dans sa poche, ça va être problématique. L'idée, c'est d'uniformiser les moyens de connexion pour que, entre guillemets, un système de connexion permette de se connecter à l'ensemble des applicatifs de l'établissement. Donc du coup, là-dessus, il y a différents sujets. Je vous ai mis le lien aussi pour vous orienter
Je pense qu'il y en a qui ont déjà fait l'exercice, mais voilà, c'était pour ceux qui potentiellement ne l'avaient pas fait. Les liens avec les exigences PGSSIS, pour pouvoir plus facilement pour vous faire le lien entre ce qu'il y a à faire et la réglementation. Donc du coup, vous avez différents chantiers, hein. Donc c'est d'une part proposer aux professionnels de la structure des MIE conformes à la PGSSIS, formaliser ces règles d'utilisation, euh, rédiger et mettre en place les procédures d'attestation de conformité, et puis potentiellement mettre en place une solution de SSO. Donc la solution de SSO, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était plutôt la logique d'avoir une connexion unique pour l'ensemble du système d'information hospitalier. Donc c'est une brique, on va dire, qui apporte de l'ergonomie et de la facilitation utilisateur au quotidien. Aujourd'hui, la réglementation l'impose pour les établissements pour lesquels l'application métier a un nombre d'utilisateurs supérieur à 5000 professionnels. Nous, en région, voilà, on est plutôt unanime avec le grade sur le sujet. On est plutôt sur une forte recommandation quand même auprès des structures pour mettre en place ça, parce que comme je l'évoquais, une fois que c'est en place, ça facilite grandement la connexion aux outils numériques. Ça évite de se connecter 36 fois dans la journée à 36 applicatifs différents. Vous connectez une fois et vous êtes connecté aux 36 applicatifs de manière technique, on va dire, sans forcément avoir besoin de vous reconnecter. Sur la partie gestion des identités, donc je vais tout de suite au point de vigilance. On est vraiment sur une gestion de cycle de vie des identités. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, on est vraiment sur une notion de service RH d'âme. Alors pour les structures qui possèdent de tels services, hein, bien sûr. Donc l'idée c'est d'enregistrer tout le monde au sein de ce répertoire unique d'identité. Quand je dis tout le monde, c'est vos professionnels en CDI, vos professionnels en CDD, vos intérimaires, vos internes, vos personnels administratifs, tous ceux qui ont besoin d'un compte d'accès informatique à des applications métiers. Chaque identité, elle doit avoir des informations minimales demandées par la réglementation. Donc, je vous renvoie vers cette réglementation-là pour le listing précis. Cette identité, elle doit être vérifiée. Donc, pour ceux qui ont pu travailler sur l'identité-vigilance patient, notamment l'INS, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez enregistrer les identités professionnelles de santé. Et lors de l'enregistrement, il faudra mettre en place des protocoles pour vérifier que c'est bien la bonne identité, par exemple via une présentation d'une carte d'identité du professionnel pour être sûr que vous avez bien enregistré son nom, prénom correctement, qu'il n'est pas un prénom composite, etc. Ça, c'est très important en fait parce que ça va permettre plus tard de faire le lien avec les identités nationales. Vous allez enregistrer des identités locales qu'il faudra rattacher à l'identité nationale, donc ce qu'on appelle plus communément les identités RPPS, pour ceux qui en ont aujourd'hui. Et il y a des travaux en cours pour étendre ces identités RPPS à l'ensemble des professionnels exerçant à l'hôpital, pour que eux aussi demain aient une identité nationale. Et c'est cette identité nationale associée à l'identité locale qui remontera dans la traçabilité d'accès au DMP. Puisqu'en fait, on a besoin de connaître au niveau DMP la personne qui est en face de l'écran. Et au niveau national, on ne connaît que son identité nationale, donc on ne connaît pas forcément son identité locale. Tout ça doit être formalisé dans des procédures, ne serait-ce que dans une équipe projet, que tout le monde en prenne connaissance, que tout le monde sache ce qu'il a à faire, la répartition des rôles, etc. Donc voilà, il y a un travail important sur ce volet-là pour sécuriser cette gestion de cycle vide des identités électroniques. Sur la partie compte habilitation utilisateur, on est plutôt sur des éléments qui normalement existent déjà dans les établissements. Je remercie d'ailleurs ceux qui ont pu répondre en fin d'année à l'enquête qu'on avait poussée vis-à-vis de cette maturité de conformité PGSSIS.
Donc, on est plutôt sur la logique de synchronisation de l'annuaire des comptes utilisateurs avec le répertoire d'identité électronique, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, être sûr qu'il n'y ait pas de comptes qui existent, des comptes, ce qu'on appelle des comptes fantômes, c'est-à-dire que la personne n'exerce plus chez vous. C'est supprimer l'existence des comptes génériques. Donc ça, proscrit, je vais y arriver. Et puis pareil, pour formaliser ces procédures-là. Donc voilà, globalement, dans tous les sous-chantiers, il y a besoin d'avoir des documents de procédure pour formaliser tout ce que vous pouvez mettre en place vis-à-vis des thématiques. Il y en a certains qui ont peut-être été sollicités par des éditeurs vis-à-vis de cette logique de compte, habilitation, des éditeurs d'IAM notamment. Donc voilà, effectivement, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Après, voilà, modulo les conditions tarifaires qui peuvent parfois être trop importantes par rapport au budget qu'on vous donne. Donc aujourd'hui, voilà, les solutions IAM sont potentiellement intéressantes pour des structures de taille importante, peut-être moins intéressantes pour des structures plus petites. Mais bon, il ne faut pas se fermer la porte d'étudier potentiellement la solution IAM dans votre logique d'urbanisation SIH vis-à-vis de ces travaux pardon, de sécurisation des identités électroniques. Le sujet MIE, donc le sujet MIE, bah, il y a une part la gestion du cycle de vie des MIE, parce qu'une fois que vous avez fait le choix du MIE, bah, après il faut comprendre comment vous le donnez aux professionnels, comment vous faites gérer le renouvellement de ces MIE, comment vous gérez la révocation de ces MIE. Donc ça, c'est des choses qui sont précisées dans la PGSSIS. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, il faudra sensibiliser les professionnels au bon usage des CMIE et formaliser aussi, très important, formaliser des procédures de remontée des retours utilisateurs pour gérer au plus vite les problématiques, des milieux qui ne fonctionnent pas, des milieux perdus, pour éviter que effectivement ça prenne des mois de résolution et que finalement la solution de repli par défaut du professionnel, ce soit d'utiliser le MIE du collègue. Donc pareil, là-dessus, on est sur quelque chose de très transversal qui sort vraiment des prérogatives des équipes DSI, puisqu'on a besoin d'aller sensibiliser l'ensemble des professionnels dans tous les services vis-à-vis de cette thématique-là. Dernier point, donc l'objectif 1.4, qui est un peu plus spécifique, qui est l'accès au DMP, qui est en mode R simplifié. Donc pour rappel, hein, l'accès au DMP depuis les logiciels DPI peut se faire de deux façons. La première, c'est en se connectant via ProSanté Connect. Donc si vous avez un MIE qui est compatible ProSanté Connect, vous pouvez potentiellement vous dispenser du mode R simplifié, à condition bien sûr que tout le monde ait bien le MIE approprié. La solution R peut vous faciliter la vie dans le sens où vous n'avez pas forcément besoin d'être ProSanté connecté pour accéder au DMP. Donc l'objectif R vient en fait répondre au cas d'usage où vous avez soit tous vos professionnels qui sont équipés d'un MIE non compatible pour Santé Connect, ce qui n'est pas forcément recommandé, soit une catégorie de vos professionnels de santé qui ne sont pas équipés de MIE compatible pour Santé Connect parce que, par exemple, ils ne sont pas encore enregistrés dans le RPPS. Et donc, du coup, ils pourront accéder au DMP non pas par ProSanté Connect, mais par la partie R simplifiée. Donc la partie R simplifiée, il y a différentes étapes. La première, c'est de lire et de s'auto-homologuer par rapport au référentiel d'interopérabilité et de conformité du DMP. La deuxième étape, c'est d'avoir un logiciel homologué consultation DMP par le GIE Cesam Vital, puisqu'en fait, c'est cette homologation qui permet de venir brancher le tuyau technique nécessaire au bon fonctionnement du mode R simplifié. Le mode R simplifié, il fonctionne sur la base des certificats logiciels. Donc, ça veut dire commander des certificats logiciels auprès de l'ANS. Donc, vous avez l'habitude, vous l'avez pour le plus parfait dans le cadre de l'alimentation DMP. Il faudra prévoir pour ce coup-ci des certificats spécifiques
à la consultation DMP. Être conforme au référentiel PGCCS. Dans tous les cas, la connexion de FA est obligatoire. Et dernière étape, c'est d'aller contractualiser sur le portail de l'assurance maladie pour que eux puissent vous donner l'autorisation de requêter le DMP au travers du mode R simplifié. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de voir là, je vous l'ai donné, c'est peut-être un peu lourd pour aujourd'hui. On prévoira par la suite, durant toute la durée du programme Open 2 phase 2, des webinaires thématiques en fonction des sujets pour revenir un peu plus en détail. Voilà, l'idée c'était que surtout là, dès à présent, comme vous avez la note de cadrage qui arrive assez vite, parce que c'est juin 2026, que vous puissiez déjà germer quelques idées au niveau des établissements de santé sur des premières thématiques de réflexion. Dernier volet, c'était le consentement patient. Donc, il y a eu des travaux menés. Merci au GRAD pour les travaux menés sur le sujet, avec des référents qualité d'établissements de santé volontaires qui voulaient travailler les processus de recueil du consentement patient. Et tout ça a abouti à des bonnes préconisations, des bonnes recommandations, de réflexion en tout cas. Donc ici, vous avez sous les yeux un calendrier qui permettra d'identifier quels sont les axes de réflexion pour votre note de cadrage, notamment, Open 2, phase 2. Et puis, du coup, il y aura à terme, vous verrez dans le support que je vous diffuserai, il y aura à terme une diffusion d'une bibliothèque de documents qui vous donneront quelques fiches pratiques, quelques documents d'explication autour de comment gérer le consentement, etc. Donc voilà, on s'est déjà mis en ordre de marche côté région pour vous accompagner sur cette partie consentement patient. On arrive au bout, je regarde l'heure, parfait. Donc je vous ai mis ici quelques documentations utiles et d'intérêt. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, il existe un guide de consultation DMP en fait, donc qui vous explique comment consulter les documents de mon espace santé, plutôt dans une approche métier. Donc, je l'évoquais juste avant, le recueil du consentement patient, c'est en cours de publication, on vous notifiera quand ça sera disponible. Le référentiel PGSSI, je vous ai mis le lien vers la version de concertation, qui sera à 90%, 95% la version qui sera publiée en juin d'ici cet été. Un guide qui vous est mis à disposition pour la mise en place du 2FA. Ce guide repose sur des retours d'expérience concrets d'établissements qui ont déjà mis en place du 2FA et qui faisaient notamment partie des établissements pilotes d'HospiConnect. En fait, il y a eu un HospiConnect avant celui que vous connaissez aujourd'hui, qui s'adressait à une vingtaine, trentaine d'établissements en France, qui permettait un peu d'éprouver ce qui marche réellement ou pas sur le terrain, notamment pour ajuster l'offre ANS vis-à-vis des MIE proposés. Donc vous avez sûrement vu, pour ceux qui sont plus aguerris sur les MIE, que historiquement, la compatibilité pour Santé Connect était que avec ICPS et CPS. Est venue s'ajouter la nouveauté des clés FIDO, et puis potentiellement d'autres. On attend encore le catalogue de l'ANS sur le sujet, mais on reviendra vers vous dès qu'on l'aura en termes de compatibilité Pro Santé Connect. Et puis, bah, vous connaissez tous ce lien, je vous l'ai remis quand même pour la forme, le lien direct vers la page ministérielle du programme Open 2 phase 2, dans lequel vous allez retrouver différentes informations, et notamment le lien vers la plateforme de candidature Convergence. Hop, pardon, je vais prendre les questions, on reviendra après sur les next steps. Pour le GHTCLC, la notion de ressources internes financées intègre-t-elle les métiers hors DSI impliqués? Oui, oui, oui.
vous pouvez comptabiliser effectivement les ressources qui sont mobilisées pour de la sensibilisation, qui sont mobilisées pour la refonte des processus RH, vous pouvez compter effectivement tous ceux qui sont impliqués dans le projet et qui nourrissent l'atteinte des objectifs. Est-ce que les cartes CPX délivrées aux ES deviennent payantes à 12 € la carte? Non. Faudra confirmer, ça sera sûrement précisé dans le cadre de l'arrêté CARE sur le volet. A priori, non, c'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure que les 12 euros permettaient notamment de financer les à côté, notamment les lecteurs cartes, etc. Il y avait une question aussi par rapport au fait d'engager un GHT pour lequel les montants sont importants. D'ici juin 2026, les difficultés d'engager les 500 000 € le temps de mener les études. Est-ce qu'il est possible de revoir la ventilation pour revenir sur 2026 et monter sur 2027? Je prends le point, je crois que d'autres régions ont pu le remonter aussi. Donc effectivement, plus il y aura de retours en ce sens, plus potentiellement il peut y avoir une refonte. Par exemple, un niveau de DRH, pardon, Ouais. mais la DRH n'est pas GHT. Mm. Aujourd'hui, en termes de maille de candidature GHT, s'il n'y a pas de fonction mutualisée au sein du GHT, vous mettez par défaut les coordonnées de l'établissement, des personnes de l'établissement pivot. Ouais. C'est utilisé par l'OS du GHT ou si c'est pour l'ensemble du GHT? Complètement. Effectivement, au niveau du GHT, donc là aujourd'hui, vous avez bien une candidature à la maille GHT. Par contre, en termes de dépôt des objectifs, vous serez bien sur une déclaration individuelle par établissement du GHT. Par contre, ce dépôt, il sera fait par l'établissement pivot. Donc, c'est-à-dire que l'établissement pivot a un droit de regard sur les différents documents qui seront déposés par les établissements parties. Tout sera, en fait, c'est une logique de s'assurer que, il y ait quand même une coordination intra-GHT pour s'assurer, même si on ne demande pas que tout soit convergé, qu'il y ait quand même une cohérence dans les choix qui soient faits dans les différents ES parties du GHT. Quelle est la différence entre référent métier et référent Connect? Et est-ce que le responsable signataire peut être différent de celui qui renseigne la candidature sur la plateforme? Complètement. Alors, sur le signataire, on vous encourage d'ailleurs à potentiellement à mettre le directeur d'établissement. Le directeur d'établissement, parce qu'en fait, ça va être le signataire de la convention avec l'ARS. Donc, c'est la personne qui aura la vue sur les financements et de s'assurer que ces financements sont bien gérés dans la relation avec nous, etc. Et le premier bout de la question, métier C'est le référent métier. et Hospi Connect. Alors, le référent métier, on est vraiment sur la personne qui sera, par exemple, capable de challenger le choix de MIE et de dire, bah non, la carte CPF, c'est nous, dans les services, ça va pas être pratique. Est-ce qu'on peut pas prendre autre chose? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour représenter les utilisateurs finaux des moyens des moyens de connexion. Le référent Hospi Connect, c'est le chef de projet en fait. On pourrait l'appeler comme ça. C'est la personne de contact qu'on va privilégier. Nous, côté ARS, on a besoin de se synchroniser avec vous. Des questions, des réponses soit dans le chat, soit à moi. Je profite dans le chat pour remercier Adrien Joussier de l'équipe du GRAD qui a pu répondre à certaines de ces questions et qui vous accompagne également sur son expertise au niveau CFDP. Je le présente. Exactement. On reviendra dans le. Bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions pour terminer. Donc, les prochaines étapes. Bon, à privilégier, 13 février 2026, date limite de dépôt de cette candidature sur le volet Hospi Connect. Comme je vous ai évoqué tout à l'heure, le volet AAP, on aura le temps d'en reparler, c'est pour le 29 mai. Et donc, du coup, on vous propose d'en reparler en février.
Le 24 février, je vous enverrai l'invitation dans la continuité de notre webinaire du jour. En préambule, pour ceux qui sont, comment dire, qui sont impatients de découvrir un peu plus de détails sur ce volet AP au-delà de ce qui est inscrit dans l'instruction, je vous ai mis le lien ici, et je vous le diffuserai dans le mail juste après, d'inscription pour le webinaire national de présentation du périmètre AP, qui aura lieu le 30 janvier, donc semaine prochaine. Et donc nous, on reprend un peu dans la même logique que l'on a fait là pour le volet Hospice Connect, un webinaire le 24 février pour vous présenter la partie AP, vous revenir sur la note de cadrage et les indicateurs de maturité, donc les objectifs 2026 sur la partie Hospice Connect, et puis faire un petit focus, un petit zoom sur la partie accompagnement régional proposé. Voilà, Adrien a été cité, mais il n'y aura pas qu'Adrien pour vous accompagner. Euh, donc, du coup, on vous présentera ça plutôt dans une logique d'accompagnement que vous connaissez d'ores et déjà depuis un petit moment sur le Ségur. L'idée, c'est pas de révolutionner ce que vous connaissez en termes d'accompagnement régional. Merci à tous. Et puis, donc, on attend vos candidatures pour le 13 février. Je précise, pardon, oui, juste avant. Dans l'idéal, si vous pouvez candidater au plus vite, c'est-à-dire fin janvier. Puisque nous, en fait, on va se mettre en ordre de marche à partir de début février pour taper à la porte de ceux qui ne sont pas candidats encore, pour être sûr que vous n'avez pas raté quelque chose, ou si finalement vous êtes vraiment non candidat. Donc voilà, si vous voulez éviter un harcèlement de notre part, je vous encourage à candidater au plus vite. Bonne journée à tout le monde, et puis à bientôt.